Et bienvenue pour cette nouvelle webconférence qui, je sais, est très attendue par un grand nombre d'entre vous, vu le nombre de personnes, de malades et de proches inscrits à cette webconférence. Donc ce soir, nous avons la chance, je dirais bien la chance, d'accueillir Olivier Decaux, professeur Olivier Decaux de Rennes et le professeur Karine Tarte de Rennes. Olivier Decaux, vous le connaissez bien parce qu'il est hématologue. Karine Tarte voilà, est une grande spécialiste en immunologie, donc on Bonsoir. avait voilà. Et il faut excuser Cyril Touzeau, le professeur Cyril Touzeau de Nantes, qui se trouve à Chicago. Et pour ceux qui ont écouté l'actualité donc récente, c'est qu'à Chicago se tient un des plus grands congrès internationaux sur la cancérologie, l'ASCO. Donc voilà, il est présent pour entendre les nouveautés, les scoops de ce congrès. Voilà, donc j'aurai le plaisir de réguler cette webconf avec Audrey, qui nous assure le support technique. Voilà. Je vais peut-être laisser le soin à Olivier Olivier, te présenter, je pense que ce soit plus nécessaire, mais tu peux dire bonsoir aux nombreuses personnes qui sont dès à présent en ligne. Ouais, merci Bernard. Bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, je suis Olivier Decaux, je travaille à Rennes en hématologie clinique. Et Karine Tarte. Bonsoir à tous. Donc, merci de m'accueillir parmi vous. Et donc, moi, je suis immunologiste. Je travaille également à Rennes. Et donc, j'espère pouvoir vous apporter quelques éclaircissements sur les mécanismes d'action de ces nouvelles thérapeutiques. Voilà. Donc, comme c'est la tradition, je laisse la parole à Audrey pour nous rappeler quelques règles de bon usage de ces webconf et des outils qui y sont associés. Voilà. Merci bien Bernard. Donc effectivement, on rappelle l'usage un peu du chat. Je vois que pour la première partie, en tout cas, vous êtes tous à fond dans le chat à nous dire bonjour et votre localité. Donc merci à vous. Pour la deuxième partie, afin qu'on puisse mieux identifier les questions que vous voulez poser à nos médecins ce soir, cliquez bien sur la petite bulle avec le point d'interrogation à l'intérieur. Quand il devient bleu, c'est identifié de façon à ce que justement vous puissiez poser une question, et c'est affiché d'une autre couleur pour qu'on puisse vraiment beaucoup mieux le voir. Voilà, donc je vous remercie en tout cas pour ces indications et je laisse la parole à Karine et Bernard. Je pense qu'on va récupérer Olivier tout de suite, là, maintenant. Voilà, donc notre agenda va se passer, alors on peut mettre le slide, la présentation, donc quelques mots, donc aussi, voilà, ces webconfs sont attendus, mais je tiens quand même à vous rappeler que associé à ces webconfs, vous avez la possibilité de consulter les contenus de la plateforme Yellownet, qui est organisée en thématique, et qui vous permet d'ailleurs de revenir sur les sujets qui seront abordés au cours de ces webconfs. Vous avez la possibilité donc de visionner des vidéos, de lire des articles, de réagir, parce que je rappelle qu'on est en pleine session tutorée sur la période de mai-juin et que chaque semaine, il y a des tuteurs et tutrices bénévoles de la F3M qui se succèdent pour répondre à vos interrogations, à vos réactions sur cette plateforme Yellownet. Alors, pour s'inscrire, c'est toujours en 2 clics. Audrey, ça n'a pas changé. Non, ça n'a toujours pas changé. Il suffit d'être, soit de s'inscrire sur af3m.org ou tout simplement de se connecter et de suivre la petite marche à suivre qui est sur la slide actuellement devant vous. Et la première fois que vous vous connectez, la seule chose qu'on vous demande, c'est un identifiant. Votre identifiant, vous le choisissez. Idéalement, ne mettez pas ni votre numéro de téléphone, ni votre numéro de sécurité sociale ou votre adresse mail. Mettez, je ne sais pas, le nom, le surnom, par exemple, que vos proches vous donnent. Enfin, voilà, je vous donne des petites astuces et votre qualité, donc si vous êtes malade, proche aidant ou professionnel. Voilà. Ok. Oui, bon, très rapidement, c'est
je l'ai évoqué, donc c'est quand même plus de 500 malades et proches qui sont inscrits sur cette plateforme et plus de 200 commentaires qui ont été publiés. Mais la meilleure façon de découvrir ces statistiques, c'est d'aller vous-même voilà, consulter cette plateforme. C'est une façon je dirais, de remercier et d'encourager les médecins qui ont mouillé la chemise pour enregistrer des vidéos, les bénévoles de la F3M qui se sont mobilisés pour mettre en forme tous ces contenus. Voilà, et on peut continuer. Donc aujourd'hui, donc on va peut-être démarrer par Olivier, une rapide présentation des essais en cours qui visent un peu de mieux affiner les traitements de rechute, mais on va consacrer donc une grande partie de cette webconf à aborder les nouveautés, enfin je ne sais pas si c'est encore des nouveautés, tout ce qui est dans le domaine de l'immunothérapie concernant les traitements des myélome multiples. Donc, je te laisse la main, Olivier, maintenant, sur les essais cliniques. Est-ce qu'il y a des choses à dire sur ces essais en cours? Enfin. On ne vous entend pas, Olivier. Enfin, je ne vous entends pas. Pourtant, je vous vois bouger les lèvres et je vois votre micro ouvert, mais je ne vous entends plus. Olivier? Mais je crois qu'il est en train de chercher. Parce que ça a fonctionné avant, on l'a entendu. Il cherche une solution. Peut-être changer votre micro dans les paramètres, dans la petite roue. Peut-être qu'en vous reconnectant, ça n'a pas ça a fonctionné il y a quelques minutes. Donc, ou sinon, peut-être vous reconnecter. Voilà. Oui, donc ce que je peux dire quand même, c'est que c'est un sujet qu'on a abordé donc en comité scientifique très récemment avec Olivier Decaux, qui est le président de ce comité scientifique et en présence d'autres hématologues. C'est qu'aujourd'hui, de suivre tous les essais cliniques en cours, c'est un gros travail. Voilà, et que voilà, aujourd'hui, on se limitera à vous présenter quelques essais, hein, mais que n'hésitez pas, si vous êtes malade présent à cette webconf et que vous souhaitez participer à un essai clinique, de poser la question à votre hématologue, mais de dire est-ce que voilà, il n'y aurait pas la possibilité pour moi de participer à un essai clinique? Il pourra vous répondre. Olivier, je ne sais pas si tu nous as... Bon, ça y est, on vous entend. Oui. Bon, mais j'espère que mon PC ne sera pas trop ensorcelé, j'ai vu qu'il y a un message. Oui, on a choisi de parler de quelques essais. Alors, on ne peut pas parler de tous les essais. On a choisi de parler surtout des essais qui évoquent des stratégies thérapeutiques. Après, il y a des essais qui testent des nouvelles molécules et typiquement, c'est des essais qui ont permis de mettre en évidence l'efficacité des CAR-T-cell, des anticorps bispécifiques. Globalement, dans les essais thérapeutiques, les médicaments arrivent au départ, ce qu'on appelle en monothérapie, au moment des rechutes avancées, chez des patients qui ont reçu tous les traitements disponibles. Et le but, c'est de montrer leur efficacité. Et puis, une fois qu'on a montré l'efficacité, les traitements deviennent disponibles en monothérapie, c'est-à-dire tout seul. Et puis, petit à petit, on les combine avec des anciens traitements pour essayer d'améliorer la réponse et surtout la durée de réponse. Et donc là, on a choisi de parler de l'essai BENEFIT que le professeur Leleu a présenté ce week-end à l'ASCO à Chicago. Il s'agit d'un essai en première ligne chez les patients non éligibles à l'autogreffe, donc majoritairement des patients de plus de 65, de plus de 70 ans. Le traitement de référence aujourd'hui dans le monde entier, et en France en tout cas, c'est le daratumumab associé au lénalidomide et à la dexaméthasone. Et la question que posait cet essai, c'était de savoir si en faisant un traitement par anti-CD38, isatuximab, c'est un cousin du daratumumab, c'est de l'immunothérapie, associé au lénalidomide et à la dexaméthasone, et de rajouter le Velcade à cette combinaison, est-ce que ça a un intérêt? Et en termes de réponse, sans trop d'effets secondaires évidemment. Et l'essai BENEFIT qui a été présenté ce week-end montre que l'ajout du Velcade est bénéfique pour les patients. Donc est-ce à dire que tous les patients, alors pour l'instant on n'a pas encore les mêmes, hein, pour l'instant la référence reste l'association d'anticorps anti-CD38 daratumumab, lénalidomide, dexaméthasone, mais dans quelques mois probablement, au plus tard 1 an ou 2, on devrait avoir l'autorisation de rajouter le Velcade. La question c'est, est-ce qu'il faut le faire à tous les patients? C'est quand même pas dénué d'effets secondaires de rajouter un traitement. Donc il faudra voir en fonction du profil de patient, de l'âge des patients, des antécédents aussi, s'il faut rajouter. Mais en tout cas, c'est un progrès puisque, on part d'une base de traitement très efficace et on rajoute un nouveau traitement qui augmente l'efficacité. Dans les essais à venir, donc maintenant, chez les patients non éligibles à la greffe, la question c'est que
Une des questions, c'est d'utiliser l'isatuximab en voie sous-cutanée, donc ça, c'est en cours. Et puis surtout, la question que se pose l'IFM et que se posent beaucoup de centres dans le monde, c'est de savoir si les traitements dont on va plus parler tout à l'heure, à savoir les anticorps bispécifiques, ont un intérêt en première ligne. Et donc là, chez les patients âgés, ça va être les futurs essais de l'IFM. On va rajouter à la stratégie que j'évoquais, anticorps anti-CD38, lénaludomide, dexaméthasone plus ou moins Velcade, rajouter un anticorps bispécifique avec toute la problématique des effets secondaires. L'efficacité, oui, mais en première ligne, les effets secondaires, c'est important d'être très vigilant, tout comme dans toutes les lignes de traitement, mais en première ligne, c'est vraiment très important. Ça, c'était chez les patients non éligibles à la greffe et chez les patients éligibles à la greffe, donc les patients chez qui de moins de 65 ans ou moins de 70 ans en fonction des pays et des centres, où l'autogreffe reste le cœur du traitement. Une des questions posées par l'IFM, et c'est l'essai MIDAS dont le recrutement est terminé, mais dont on attend les résultats. Cet essai, c'est un essai qui essaye d'évaluer la pertinence de modifier le traitement en fonction de la réponse et notamment de ce qu'on appelle la maladie résiduelle. C'est-à-dire que dans la moelle, on peut aller chercher des cellules avec une sensibilité très, très forte. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on évaluait la réponse quasiment, dans le sang et dans les urines. Donc on regardait le pic, la protéine monoclonale fabriquée par le clone tumoral et c'est très utile, c'est très performant, mais on sait que, parfois les anomalies disparaissent dans le sang alors qu'il reste des cellules anormales dans la moelle et là, la MARD, c'est on fait une analyse de moelle, donc un myélogramme et avec des techniques très poussées, on va aller regarder, s'il reste une cellule pour 1 million de cellules ou 100 000 cellules dans la moelle. Donc c'est des techniques qui vont vraiment rechercher une réponse très profonde. Et cet essai MIDAS, c'est un essai qui, en fonction de cette maladie résiduelle, si elle est positive ou négative, pose 2 questions. Chez les patients qui, après 6 cycles d'induction, avec un traitement très moderne d'isatuximab, carfilzomib, Revlimid, 6 cycles, on regarde les patients qui sont MRD-, c'est-à-dire qui ont une maladie résiduelle négative dans la moelle. On se pose la question de l'utilité de la greffe. Est-ce que c'est encore utile de les greffer? Donc il y a une randomisation pour soit avoir une greffe, soit continuer le traitement d'induction. Et puis chez les patients qui sont encore maladie résiduelle positive, c'est-à-dire qu'il reste quelques cellules dans la moelle, à ce moment-là, la question c'est est-ce qu'il faut faire une greffe ou 2 greffes? Et puis on fait un traitement un peu plus fort derrière, la greffe. Donc ça, c'est un essai dont on attend les résultats. Les premiers résultats vont être présentés à l'IMS, qui est un congrès qui va avoir lieu à Rio en septembre. Et l'intérêt de cet essai, ça va être vraiment de savoir si, à terme, on va pouvoir adapter le traitement à la réponse. C'est-à-dire, en gros, alléger le traitement chez les patients très bons répondeurs et au contraire, l'intensifier un peu chez les patients qui répondent moins. Donc ça, vous voyez, on est vraiment dans des stratégies thérapeutiques. Alors que, on teste certes des molécules, mais on cherche vraiment à avoir une stratégie qui nous permettra d'adapter au mieux le traitement à chaque patient. Voilà les 2 essais dont on voulait parler, les principaux essais dont on voulait parler, c'est en première ligne. Puis comme je le disais après, il y a beaucoup, beaucoup d'essais, hein. Il y a énormément d'essais qui testent soit des nouvelles molécules, soit des stratégies combinant des nouvelles molécules avec des anciennes molécules pour voir si en faisant des combinaisons de traitement, on améliore la réponse au traitement et surtout la durée de réponse. Avec toujours la question qui est cruciale, c'est-à-dire si on est efficace mais qu'on est trop toxique, ça pose réellement problème pour l'utilisation en vraie vie. Donc il faut vraiment toujours dans un essai avoir bien sûr en tête l'efficacité, mais toujours avoir un regard sur la toxicité et on verra tout à l'heure probablement, on parlera de la toxicité, sur le risque infectieux des anticorps bispécifiques par exemple. C'est un enjeu vraiment très, très important. Voilà, on peut passer à la diapositive suivante. Je crois qu'on parle des nouvelles stratégies et je peux peut-être te passer la main, Karine, pour parler des CAR-T-cells et des Si tu veux, pas de souci. Donc juste, pour démarrer, je vous rappelle que dans un cas comme dans l'autre, on est vraiment sur de l'immunothérapie. Simplement, lorsqu'on fait des CAR-T-cells, on va prendre les cellules circulantes des patients, donc des lymphocytes qui a priori ne sont pas exhaustibles parce qu'ils circulent dans le sang, ils ne sont pas dans la tumeur, mais qui ne sont pas spécifiques de cette tumeur et qu'on va rendre spécifiques de la tumeur en leur faisant exprimer par transfert génique une molécule qui est le CAR qui va les adresser à la tumeur et les rendre capables de reconnaître cette cellule tumorale. Dans le cas du myélome, par exemple, en ciblant l'antigène BCMA à la surface de la cellule tumorale. Dans le cas des anticorps bispécifiques, là, c'est plus simple quelque part, puisqu'on utilise une molécule qui est la même pour tout le monde. Dans les CAR-T, chaque patient on va produire un CAR T-cell qui est spécifique pour chaque malade. Dans les anticorps bispécifiques, c'est la même molécule que reçoivent tous les patients. Et cette molécule, elle va utiliser les propres lymphocytes T du malade. Ces lymphocytes T qui infiltrent la tumeur, on sait que souvent ils sont là, mais ceux qui sont actifs, ils ne sont pas capables de reconnaître spécifiquement la tumeur. Sinon, elle les a rendus tout mous. Donc, ceux qui sont intéressants, ils ne reconnaissent pas la tumeur.
qu'à cela ne tienne, on utilise un anticorps bispécifique qui va faire un pont entre la tumeur et le lymphocyte T et les rendre capables de la reconnaître et de la détruire. Donc, d'un côté, on fait une modification génétique des lymphocytes T circulants du patient pour les rendre capables de reconnaître la tumeur. De l'autre, on ponte les lymphocytes T infiltrant la tumeur avec cette tumeur via un anticorps bispécifique. Donc voilà, on a un petit schéma ici. Donc ça, c'est un schéma qui représente ce que je viens de vous dire. Donc en particulier, l'une des cibles qui est très utilisée, qui est ici sur ce schéma en bleu, qui s'appelle BCMA. C'est un récepteur pour un facteur de croissance important dans le myélome. Cette molécule qui est présente à la surface des cellules tumorales, eh bien, on va être capable de la cibler en utilisant donc cet anticorps bispécifique qui va reconnaître d'un côté BCMA et de l'autre côté une molécule présente sur les lymphocytes T, comme la molécule CD3. Et ça va ponter les T avec cette cellule tumorale et permettre sa destruction. Voilà, les CAR T-cells, là, on va reprogrammer un lymphocyte T en lui faisant exprimer à sa surface une molécule qu'il n'a pas d'habitude, qui est un CAR. CAR, c'est pour Chimeric Antigen Receptor, un récepteur chimère qui n'existe pas dans l'organisme, mais qui va reconnaître la tumeur et permettre d'armer ce lymphocyte T pour la détruire. Voilà. Il y a d'autres cibles que la molécule BCMA à la surface des cellules tumorales. On y reviendra un petit peu plus tard, comme la molécule GPRC5D, par exemple, et il y a d'autres molécules qui sont en cours d'étude pour pouvoir les cibler. À l'inverse, sur ce schéma, ce que vous voyez aussi, donc je ne sais pas si on va en parler beaucoup aujourd'hui, mais à l'inverse, il y a des anticorps purs qui ne reconnaissent que la cible, comme le daratumumab, des anticorps anti-CD38, il y en a d'autres, on en a parlé aussi. Donc, eux, ils ne font que reconnaître la cible. Ça veut dire qu'eux, ils vont utiliser les cellules qui, normalement, sont là pour reconnaître les anticorps fixés sur une cible, en particulier les cellules NK, Natural Killer. Les cellules NK, c'est des cellules qui reconnaissent les anticorps fixés sur une cible et qui vont détruire cette cible. Et donc, votre daratumumab, il n'est pas actif tout seul, il est actif en recrutant des cellules immunitaires présentes dans la tumeur également. Et puis après, les autres molécules qui figurent sur ce schéma, ce sont des molécules qui vont aller agir sur des facteurs internes à la cellule. Par exemple, les imides, comme le néidomide, mais il y en a d'autres ici qui sont mentionnés, vont aller cibler des facteurs de transcription dans la cellule tumorale et induire la mort de la cellule. Mais les molécules d'immunothérapie, c'est ces trois types de molécules, des anticorps qui ciblent la tumeur, comme l'anti-CD38, des anticorps bispécifiques qui relient la tumeur à un lymphocyte T, et les CAR T-cells, vos propres lymphocytes T modifiés pour reconnaître la cible. Je ne sais pas s'il y a une autre diapositive après. Voilà, donc les CAR T-cells, ça se passe, ça correspond à ça, ça se passe exactement comme ça. Donc le patient, on récupère donc ces cellules sanguines, et dans ces cellules sanguines, ce sont les lymphocytes T qui nous intéressent. C'est dans ces lymphocytes T, on va faire de la thérapie génique, on va introduire par un vecteur un gène, et ce gène, c'est le CAR, le Chimeric Antigen Receptor. Ce CAR, il a une partie qui reconnaît la cible, donc c'est en fait un fragment d'anticorps, et une partie qui permet l'activation du lymphocyte T. Et on le réinjecte au patient. Avant de le réinjecter, ça c'est quand même important, ça ne figure pas sur ce schéma-là, mais on fait ce qu'on appelle de la place, on a un conditionnement du patient. Vous allez recevoir des molécules qu'on va vous donner pour détruire en partie les cellules lymphocytaires T qui sont présentes chez vous, pour que quand on injecte ces CAR T, ils aient plein de place pour pouvoir s'expandre, se multiplier et détruire efficacement votre tumeur. Donc, ce sont bien des lymphocytes T reprogrammés. Voilà, je ne sais pas si on peut passer peut-être à la slide suivante. Et les anticorps bispécifiques, ça c'est vraiment ce qu'on a dit. D'un côté, on reconnaît la cellule tumorale, par exemple la molécule BCMA, et de l'autre côté, on reconnaît le lymphocyte T. Le récepteur qui est le plus utilisé sur le lymphocyte T, c'est la molécule CD3, parce que c'est une molécule de signalisation d'activation du T. Donc non seulement ça rapproche le T et la tumeur, et en plus ça active ce T qui devient capable de détruire la tumeur. Voilà pour ces stratégies innovantes. N'hésitez pas si vous avez des questions. Oui, donc j'ai un peu suivi les questions. On avait, Olivier, peut-être que tu peux nous redire que c'est vrai que ces nouvelles stratégies innovantes sont pleines d'espoir pour les malades de myélome, mais qu'aujourd'hui, d'abord, elles ne sont disponibles qu'en accès précoce. Aucune n'a encore obtenu, je dirais, un accès à la liste en sus et
un remboursement en croisière, hein, une prise en charge par la sécurité sociale. Donc, ce sont donc des traitements qui sont accessibles pour des malades qui sont réfractaires à tous les traitements standards existants, hein, voilà, Mmh. et donc qui ont au moins déjà reçu 3 lignes de traitement, hein. Ouais. Donc peut-être je laisse présenter les médicaments qui sont disponibles aujourd'hui en France ou qui vont l'être très prochainement là pour le. Alors effectivement, oui, c'est des traitements qui sont effectivement très innovants. On a la chance de pouvoir les utiliser en France aujourd'hui. Le fait que ça soit en accès précoce, pour les patients, c'est entre guillemets «invisible». C'est-à-dire que nous, on a des démarches à faire, on a des contraintes qui sont le suivi derrière, mais de toute façon, à partir du moment où il y a un accès précoce, on peut le proposer à tous les patients à partir du moment où ils sont éligibles et comme n'importe quel traitement, hem, il y a des règles d'utilisation, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché et même si on attend encore l'inscription sur la liste en sus, on est dans un libellé d'AMM. Et effectivement, que ça soit les carticelles ou les anticorps bispécifiques en France, c'est théoriquement, indiqué chez les patients qui ont déjà reçu 3 lignes de traitement et qui sont globalement réfractaires à tous les traitements, disponibles dans le myélome aujourd'hui. Donc les médicaments de la famille du Velcade, donc les inhibiteurs du protéasome, les médicaments de la famille du lénalidomide et du pomalidomide, ce qu'on appelle les immunomodulateurs et les anticorps anti-CD38. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, un patient qui est en première ligne de traitement ou même en première rechute, qui n'a pas reçu l'ensemble des traitements disponibles ayant les mêmes, n'est pas éligible à ces traitements-là. C'est pas une perte de chance, parce que ça reste des traitements qui sont très efficaces. Le daratumumab, et l'isatuximab nous ont fait faire énormément de progrès et il y a 5 ans, ouais 5 ans à peu près, quand on n'avait pas, ces médicaments-là, on était ravis de les voir arriver. Ça reste d'excellents traitements et il y a des patients qui vont très bien répondre longtemps à ces traitements-là et qui, n'ont pas besoin de ces immunothérapies modernes, dans l'immédiat. Donc il faut vraiment bien avoir ça en tête. Ça reste pour l'instant réservé à des patients qui sont en ligne plus avancée. Alors on dit à partir de la troisième rechute. En pratique, comme on utilise de plus en plus de combinaisons de traitements en première ligne et en deuxième ligne, beaucoup de patients deviennent résistants à ces grandes familles de traitement du myélome dès la troisième ligne, c'est-à-dire dès la deuxième rechute. Ils ont reçu 2 lignes et ils arrivent en 2e rechute. Et dans ces cas-là, on peut avoir des dérogations, c'est-à-dire qu'on arrive à obtenir les médicaments quand le patient est éligible et qu'il en a besoin. Hem, donc aujourd'hui, les médicaments disponibles, aujourd'hui les médicaments disponibles ciblent tous le même, marqueur sur la surface des cellules tumorales, Mmh. Carine en a cité plusieurs. Celui qui est ciblé par ces quartiers anticorps bispécifiques disponibles, c'est le BCMA, qui est un marqueur qui est à la surface des plasmocytes et qui est très spécifique des plasmocytes. Et donc il y a, un carticelle qui est disponible aujourd'hui qui s'appelle l'Abecma, qui est disponible. Il y a à peu près alors les carticelles, comme c'est une procédure assez longue et lourde, il faut, du temps, il faut avoir des rendez-vous pour prendre les cellules et les envoyer, pour cette, manipulation génétique qui permet de leur insérer le gène qui va fabriquer le CAR. Et donc aujourd'hui, à peu près une cinquantaine, entre 50 et 60, disponibilités par mois en France, tout en sachant que tous les centres ne peuvent pas le faire. Au départ, il y avait 11 centres qui pouvaient. L'objectif, c'est d'arriver à une vingtaine de centres, mais au-delà des places disponibles, il faut aussi, du temps humain parce qu'il faut, des docteurs pour voir les patients, des infirmières pour préparer et puis des lits d'hôpital pour faire le traitement. Donc c'est vrai que ça reste un traitement qui est un peu contraint, et qui est contraint aussi et on pourrait y revenir, par la durée nécessaire entre le moment où on décide de le faire et le moment où on peut le faire puisque Carine vous a présenté la procédure, tout ça pour à peu près 2 mois. Donc ça, c'est l'Abecma qui est disponible. Il y a un deuxième carticelle qui s'appelle Carvykti qui, on l'espère, va arriver en France, mais qui pour l'instant, est encore dans les tuyaux des autorisations, donc on espère qu'il arrivera en France rapidement, ce qui permettra d'élargir là aussi l'offre possible, avec toute la difficulté encore une fois des places disponibles en hospitalisation et des disponibilités, dans nos hôpitaux. Puisque les carticelles, ça monopolise beaucoup, beaucoup d'énergie, humaine au-delà de l'énergie financière. Et puis, les autres traitements qui sont disponibles, c'est les anticorps bispécifiques. Donc il y en a 2 aujourd'hui qui sont disponibles en accès précoce. C'est le teclistamab du laboratoire Janssen et l'Elrexfio ou elranatamab du laboratoire Pfizer. C'est 2 anticorps qui ciblent la même molécule, le BCMA. Les 2 sont
probablement équivalent en termes d'efficacité. On aura peut-être des données plus complètes à terme, mais en tout cas dans les essais, on n'a pas l'impression qu'il y en ait un qui soit meilleur que l'autre. Les 2 sont disponibles, donc ça c'est une chance. L'intérêt des anticorps bispécifiques, c'est, je l'ai vu dans les messages passés, c'est que c'est un médicament qui est produit directement, donc on peut décider de le faire. Il faut juste le temps d'obtenir l'autorisation pour l'accès précoce, mais c'est un traitement qui peut être prescrit très rapidement. Donc ça, c'est l'avantage par rapport au CAR-T-cell, mais on reviendra un peu sur la comparaison des 2 tout à l'heure. Et donc aujourd'hui, les médicaments disponibles, c'est ces 3-là, 2 anticorps bispécifiques, l'Abecma et le Carticel, tous ciblent BCMA et ça pose question en termes de enfin ça pose des difficultés que ça soit la même cible, parce qu'imaginons un patient qui est sous teclistamab et qui rechute. S'il rechute avec un traitement qui cible le BCMA, ben, faire un Carticel derrière qui cible le BCMA, on sait que c'est pas efficace et donc ça n'est pas une bonne option. Et donc on attend beaucoup de l'arrivée de traitements qui ciblent, de nouvelles molécules et notamment d'ici la fin de l'année, peut-être à la rentrée, de septembre, on devrait avoir en accès précoce un autre anticorps bispécifique qui s'appelle le talquetamab, qui est un anticorps bispécifique qui cible une autre molécule qui s'appelle le GPRC5D, qui est là aussi une molécule à surface des plasmocytes, qui est là aussi très efficace et l'intérêt de cibler une autre molécule que BCMA, c'est que, probablement on pourra, traiter les patients qui rechutent après Carticel anti-BCMA ou après anticorps bispécifique anti-BCMA par ce talquetamab, heu Ah. On vous a reperdu, professeur Decaux. Enfin, ça a coupé, d'un coup le son, mais je crois qu'il est bloqué, Oui, je pense qu'il est bloqué. parce qu'il reste figé, Voilà. donc je pense Je vais peut-être qu'il va poser revenir tout de suite. Peut-être on peut passer aux questions, ça va le faire revenir. Oui, on peut poser des questions. Il y a des questions qui ont été posées dans le chat et qui disaient, par exemple, est-ce que entre CAR-T et anticorps bispécifiques, il y a des effets indésirables spécifiques? Alors, dans les 2 cas, oui, alors, dans les 2 cas, il y a des effets secondaires, théoriques qui sont similaires. Notamment, j'ai vu passer quelques questions sur le syndrome de relargage de cytokines. Donc le syndrome de relargage de cytokines, c'est quelque chose qui est dû au fait que, ces thérapeutiques sont très efficaces, donc ça c'est plutôt bien, mais qu'elles vont détruire un grand nombre de cellules tumorales d'un coup lorsqu'on va les injecter, ce qui va créer une énorme activation du système immunitaire, soit des CAR-T eux-mêmes, soit des cellules T qui sont présentes au sein de la tumeur et qu'on a activées avec notre bispécifique. Et tout ça va aboutir à la libération de grandes quantités de cytokines et donc à une réaction inflammatoire avec de la fièvre et puis selon l'intensité de ce syndrome, des effets secondaires plus ou moins importants. Et ça, c'est commun. Olivier est revenu. C'est commun à ces deux grands types de thérapeutiques. Ensuite, un des risques après ça, c'est également des risques qui sont liés à des infections sévères chez les patients. Alors, Olivier, on est arrivé aux effets secondaires il est reparti. Donc, aux effets secondaires, on parlait du CRS puisque ça avait été posé dans les questions, donc c'est quelque chose qui peut arriver dans les 2 cas, et on en était aux infections qui peuvent être retrouvées après traitement, et des infections qui sont quand même relativement fréquentes et qui peuvent être un vrai effet secondaire. Je ne sais pas si tu veux commenter ce point, Olivier. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Ouais, je suis Je sais que désolé tu pour les voulais en problèmes de parler, connexion. donc. Ouais, je suis désolé sur les problèmes de connexion. J'espère que ça n'a pas coupé mon propos trop vite tout à l'heure. Donc effectivement, les infections sont un vrai souci. C'est lié au Notamment fait dans les que bispécifiques. ouais, c'est lié au fait que, les cibles de ces médicaments qui sont en fait à la surface des plasmocytes, hein, ces globules blancs qui sont spécialisés dans la fabrication des anticorps et qui malheureusement dans le myélome deviennent cancéreux, tumoraux. En fait, quand on utilise ces stratégies thérapeutiques, on va bloquer les plasmocytes malins tumoraux, ça c'est bien parce que le but c'est de les tuer, mais on va aussi bloquer ceux qui sont là pour fabriquer nos anticorps. Et les anticorps, dans la vraie vie, hors maladie, c'est très utile puisqu'en fait, c'est eux qui vont aller se coller, ils vont servir de gommettes pour aller, se coller sur nos bactéries et virus qui viennent nous attaquer, et cette gommette dit à nos globules blancs tueurs, il faut les tuer. Et donc c'est très utile d'avoir des anticorps parce que c'est une réponse très rapide face à un virus, une bactérie qu'on a déjà rencontrée. Et donc avec ces anticorps bispécifiques ou les CAR-T-cell, on va tuer tous les plasmocytes normaux ou anormaux, et souvent les patients qui sont traités avec ces stratégies-là ont ce qu'on appelle une hypogamma-globulinémie, c'est-à-dire une diminution importante des anticorps. Et les anticorps, c'est vraiment important pour nous aider à combattre les bactéries, les virus. Et Donc ça, pour c'est un enjeu compléter, important. Ouais, mais pour vas-y. compléter,
Juste exactement ce que tu viens de dire, pour des gens qui ont dans leur entourage éventuellement des gens qui sont traités par des CAR-T-cells également dans les lymphomes, où on a une autre cible que le BCMA, eh bien les problématiques sont un peu différentes parce qu'on ne tue pas nécessairement l'ensemble des plasmocytes comme on le fait avec les CAR-T BCMA dans le myélome multiple. Donc c'est vraiment une spécificité quand même dans cette maladie de détruire de façon massive tous les plasmocytes normaux et tous les plasmocytes tumoraux qui normalement vous défendent, les plasmocytes normaux, contre les pathogènes pendant toute votre vie. Hein. C'est un système absolument fantastique. Vous le savez, vous avez vu une fois un pathogène, et bien 10 ans plus tard, vous avez toujours des plasmocytes spécifiques de ce pathogène dans la moelle osseuse. Et une des difficultés, et je parle sous le contrôle de Karine, c'est qu'en plus avec ces stratégies-là, notamment les anticorps bispécifiques, on utilise aussi les lymphocytes T qui sont essentiels Oui, puisque c'est les oui. lymphocytes tueurs. Et on va les épuiser et non seulement il n'y a plus assez d'anticorps, mais en plus on fragilise les lymphocytes T tueurs. Ce qui est un peu moins vrai avec les CAR T-cells parce que même si on fait, Karine disait, on fait de la place, c'est-à-dire qu'on bloque les lymphocytes T du patient pour que les CAR T aient de la place, malgré tout à distance, les lymphocytes T reprennent un peu des forces. Alors qu'avec les anticorps bispécifiques, qui sont des traitements continus, on fragilise, on bloque les lymphocytes T longtemps, ce qui fait que ce double blocage de l'immunité rend le risque infectieux bien plus important qu'avec Tout les à fait. stratégies qu'on utilisait auparavant. Donc, voilà, pour compléter, votre tumeur, vous le savez sans doute, hein, elle rend les lymphocytes T, on appelle ça exocytes, fatigués parce qu'elle les stimule toujours un peu. Et c'est pour ça que les lymphocytes T spécifiques de la tumeur sont inefficaces. Et là, finalement, quand on fait des bispécifiques, ben, on prend tous les lymphocytes T, quelle que soit leur spécificité, puisque c'est indépendant de leur reconnaissance de l'antigène, on les ponte de façon artificielle, et n'importe lesquels de ces lymphocytes T vont être activés. Et donc, au lieu d'activer qu'un petit nombre de lymphocytes T spécifiques de la tumeur ou spécifiques d'un pathogène en situation normale, vous activez tous les lymphocytes T et vous les rendez tous fatigués. Et ce, pendant des périodes prolongées. Donc ça, c'est quelque chose qui, clairement, a été vu dès le départ et a fait qu'on a réadapté aussi les stratégies, les moments, la cinétique de traitement, etc., pour essayer d'imiter cet effet. Mais il reste vrai que ce sont des anticorps qui induisent une fatigue de vos lymphocytes T. Et donc, pour limiter ce risque infectieux qui est vraiment important, au tout début, quand on a testé ces molécules, ces anticorps bispécifiques dans le cadre d'essais, on ne connaissait pas ce risque infectieux, on l'imaginait, mais on s'est rendu compte qu'il était important. Il y a eu beaucoup d'infections au début. Maintenant, une des façons de limiter ce risque infectieux, c'est 2 choses. D'une part, d'espacer les injections, c'est-à-dire qu'au départ, on le fait toutes les semaines et maintenant, assez rapidement, au bout de quelques mois, quand la réponse est bonne, on peut les faire tous les 15 jours, voire tous les mois. Donc ça limite un peu, ça laisse le temps aux lymphocytes de se reposer un peu. Et on fait aussi des perfusions d'anticorps, soit par voie intraveineuse, soit par voie sous-cutanée, qui ne sont pas thérapeutiques contre le myélome, mais qui sont là pour vous donner aux patients qui sont traités par ces médicaments-là, un taux d'anticorps, redonner des anticorps pour combattre les bactéries et les virus. Et ça, on a vu qu'en faisant ces perfusions d'anticorps, on limite le risque infectieux de façon importante. Et puis parallèlement à ça, il faut aussi donner des médicaments préventifs que vous connaissez depuis le début dès le début du diagnostic de myélome, on met du Bactrim, du Valacyclovir, parfois de l'amoxicilline. C'est des médicaments qui sont essentiels aussi pour limiter le risque infectieux. Donc ça, c'est un élément vraiment important aussi. Quand on va discuter, je me permets d'embrayer là-dessus parce que une des questions que beaucoup de patients posent, c'est pourquoi attendre finalement si ces traitements sont si efficaces, pourquoi attendre? Le véritable enjeu, il est là. Le daratumumab, c'est un traitement qui est très efficace et qui est globalement très bien toléré. Il diminue l'immunité, mais il le diminue de façon beaucoup moins importante. On a beaucoup moins d'infections avec le daratumumab, même associé à de la chimio. Et donc en termes de risque infectieux, hem à quel moment le risque est trop fort, face à la situation et au danger de la maladie? En première ligne, par exemple, si de rajouter un anticorps bispécifique, ça augmente considérablement le risque infectieux, que le patient est obligé d'avoir tous les mois des perfusions d'anticorps en plus, avoir plein d'antibiotiques en plus, ça va faire un traitement très lourd avec une qualité de vie qui peut être altérée et donc il faut, bien peser le pour et le contre entre l'efficacité et les effets secondaires et en première ligne, c'est pas comme si on n'avait pas de traitement efficace. Encore une fois, les traitements d'aujourd'hui sont quand même très efficaces et donc dans les essais qui vont arriver et qui sont importants, hein, une des questions vraiment importantes, ça va être de dire: «OK, on est peut-être plus efficace, mais est-ce que c'est pas au prix d'une toxicité trop forte qui va, avoir des impacts énormes sur la qualité de vie des patients, voire des effets très délétères?» Donc ça, c'est un élément vraiment important et c'est pour ça qu'il faut certes, il faut avancer et mettre ces traitements peut-être de plus en plus tôt, mais il faut être très prudent sur, la tolérance et la toxicité de ces médicaments. Donc, je propose peut-être d'aborder une série de questions générales. Je remercie parce que tu as répondu finalement à une question avantages, inconvénients de ces nouvelles thérapies par rapport au traitement standard. Il y a une question aussi assez directe. Est-ce que
On peut peut-être commencer par... on a listé un certain nombre de questions qui nous sont remontées. Combien il y a de malades en France qui ont bénéficié de ces nouveaux traitements? Et je rajouterai une question à cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, on est confronté à des rechutes suite à, je dirais, à des malades qui ont bénéficié de Carticel ou d'anticorps bispécifiques? Voilà, bon, on progresse, mais la question a été posée dans le chat. Mais... Alors aujourd'hui, si on parle de nombre de patients traités en France, il y a à peu près 500 patients qui ont reçu des Carticel anti-BCMA pour le myélome. Au tout début, c'était à peu près il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, c'était, il y avait 10 places, j'aime pas parler de places, mais enfin peu importe, il y avait 10 disponibilités, par mois en France. Aujourd'hui, par chance, on est à peu près à une cinquantaine de disponibilités, ce qui est vraiment, beaucoup, sachant qu'il y a peu de centres, encore une fois, c'est principalement c'est surtout les CHU d'ailleurs, c'est que des CHU et il y a, une quinzaine de centres ouverts et bientôt il y en aura une vingtaine, donc ça c'est important. Donc le nombre de patients qui peuvent être traités par Carticel augmente et les anticorps bispécifiques, c'est accessible partout, même si c'est par le biais d'un accès précoce. Donc là, il y a plus de 1000 patients, je crois qu'on n'est pas loin de 2000 patients qui ont été traités. Ça augmente vraiment, considérablement parce que c'est disponible partout et que les centres se sont habitués à les utiliser. Au départ, ça nous fait tous un peu peur et maintenant les centres sont habitués, on maîtrise mieux le risque infectieux. Il est pas nul, mais beaucoup de centres, ont pris l'habitude. Donc ça, c'est des traitements qui peuvent être utilisés vraiment partout. Alors après, oui, malheureusement, même si ces traitements sont très efficaces et tout à l'heure je vous parlais de taux de réponse, c'est vrai qu'avoir des taux de réponse de 70 chez des patients qui ont déjà reçu 3 à 4 lignes de traitement, c'était absolument inespéré. C'est la première fois c'est la première fois qu'on a des résultats aussi bons. Malheureusement, ça ne veut pas dire que tous les patients vont répondre longtemps et il y a malheureusement toujours des rechutes. Alors, il y a même des patients qui ne répondent pas, hein. Les Carticel, même si on a, 70-80 de réponses, ça veut dire qu'il y a malheureusement un certain nombre de patients qui ne vont pas répondre à ces traitements. Pareil avec les anticorps bispécifiques et puis après, il y a des patients qui vont être, Heu, qui vont obtenir une réponse prolongée. On voit des patients qui, après des Carticel, sont en réponse pendant 2 ans ou plus et puis il y a d'autres patients qui rechutent au bout d'1 an et demi. C'est difficile de prédire ça. Ce qu'on sait, c'est que plus la réponse est bonne et plus la durée de réponse a des chances d'être bonne. Maintenant, tout ça, c'est des statistiques. C'est-à-dire que si on prend, heu 1000 patients dans un essai, les patients qui vont avoir une très bonne réponse, une réponse complète, une normalisation du TEP vont avoir plus de chances d'avoir une réponse prolongée. Pour autant, parmi ceux-là, certains vont avoir des rechutes. Donc ce qui compte, c'est vraiment l'histoire du patient donné et qu'il y a toujours besoin d'une surveillance. Ça, malheureusement, on ne peut pas aujourd'hui considérer qu'on a guéri des patients avec les CAR-T ou avec les bispécifiques. Avec les bispécifiques, là aussi, la réponse n'est pas, malheureusement illimitée. Il y a des patients qui rechutent sous traitement, alors parfois plus ou moins vite, hein. On voit là aussi le on a des médianes, hein, mais j'aime pas parler de médiane quand on parle à des patients parce que ça donne une échéance. Or, chaque patient est différent et je crois que vraiment ce qui compte, c'est votre histoire. Il faut en parler avec votre, médecin. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a des taux de réponse qui sont importants, que, la durée de réponse peut être importante aussi, que malheureusement il y a des rechutes et que, la difficulté va être la prise en charge de ces rechutes post-traitement. Comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, les seuls médicaments qu'on a, je dis les seuls comme si c'était, difficile. C'est vrai que c'est difficile, mais on n'a que des stratégies anti-BCMA. Donc ça veut dire qu'un patient qui est sous teclistamab ou elranatamab, qui rechute, il devient de fait résistant à des stratégies anti-BCMA, donc résistant au Carticel. On ne peut pas faire de Carticel et donc d'avoir bientôt le Ça, talquetamab, ce c'est sera un élément l'intérêt, voilà. important. Ouais, vas-y, je t'en prie. Non, non, tout à fait. Mais ça, c'est tout à fait ce que tu dis et je pense que ça revient aussi à quelle est, la différence, entre un ciblage de BCMA, et d'anti-GPRC5D. Donc, il y a un des intérêts, c'est ce que tu dis, c'est d'avoir plusieurs cibles potentielles et donc, utiliser, un targeting, de GPRC5D, ça laisse ouvert la possibilité de cibler BCMA, d'une autre façon, que par un bispécifique. En plus, il y a quand même une théorie, c'est que BCMA, c'est spécifique des places positives, c'est quand même un peu plus large d'expression. Donc, on peut imaginer qu'il y a un effet encore plus important en termes de destruction, c'est ce que disait Olivier, hein, y compris de plasmablast, c'est un peu plus immature, donc encore plus d'effets sur la perte de cette réponse immunitaire et les effets secondaires de type infection a posteriori, même si dans GPRC5D, il est aussi décrit des toxicités cutanées ou des toxicités de cette nature qui semblent être, tu le confirmeras peut-être Olivier, plus spécifiques de cette cible-là. Et voilà, donc c'est quand même quelque chose qui est vraiment intéressant. Dans les deux cas, les grands mécanismes de résistance
liées au contexte de la tumeur, d'avoir des lymphocytes très fatigués, d'avoir des cellules suppressives au sein de la tumeur sont les mêmes, hein. C'est un peu la même chose qu'on veut faire, mais ça ouvre la possibilité d'avoir une autre cible et donc d'avoir une efficacité maintenue chez des gens qui ont déjà pas répondu ou plus répondu à un targeting de BCMA qui peut être perdu à la surface des cellules tumorales. Donc, s'il est perdu, vous ne répondrez plus jamais à une stratégie qui le cible. Par contre, vous pouvez répondre à une stratégie qui cible une autre cible présente sur la cellule tumorale. Olivier, tu veux peut-être compléter? Non, tu as Oui. tout dit. Effectivement, c'est une chance d'avoir des traitements qui n'ont pas la même cible. Comme ça, on peut les enchaîner, donc traiter des combiner. rechutes. C'est- En termes Et d'efficacité, la question oui. c'est justement, est-ce qu'on pense qu'il y aura disponibles prochainement des CAR-T anti-GPRC 5D? Alors disponible, je ne sais pas, mais il y a des études, oui, il y a Oui, une étude qui devrait débuter prochainement en France, mais dans le monde entier avec un CAR-T ouais. anti-GPRC5D. Il y en aura un jour après, à Et moins je qu'il y ait un crois problème. ouais, je crois avoir vu passer des premiers résultats où les résultats semblent très bons avec, de la même façon que Karine l'évoquait, les anticorps bispécifiques qui donnent une toxicité cutanée et muqueuse. Donc des inflammations de la bouche, des troubles du goût, des ongles qui s'abîment un peu et puis des mains qui s'inflamment un peu. Je dis un peu même si c'est très gênant pour les patients. On a cet effet secondaire qui est, semble-t-il, spécifique des GPRC5D. Ce qui est vraiment important, c'est que en termes d'efficacité, les 2 cibles ont l'air très efficaces et on n'a pas l'impression qu'il y en a un qui soit meilleur que l'autre. Non. En termes d'effets secondaires, comme le disait Karine, c'est à peu près la même chose. Le risque infectieux est peut-être un peu moindre avec le GPRC5D. Mais peut-être parce qu'on sait mieux gérer les risques infectieux. Mais par contre, il y a cette toxicité muqueuse qui paraît anodine comme ça quand on en parle, mais qui peut vraiment altérer la qualité de vie des patients. Moi, je pense à 2 patientes qu'on a traitées dans le service qui avaient ce qu'on appelle une dysgeusie, c'est-à-dire une altération du goût. Ça veut dire que quand vous mangez, vous ne sentez pas le goût des aliments. Le plaisir de manger, c'est de sentir le goût, d'avoir différentes saveurs. Quand vous mangez de la pâte qui a pas de goût, bah, ça coupe l'appétit, c'est désagréable, c'est douloureux et donc c'est des éléments importants qu'on doit savoir gérer. On sait mieux les gérer parce que ces médicaments-là, on apprend à les gérer, hein. Maintenant, on espace les injections et en espaçant les injections, on se rend compte que la tolérance est meilleure. Mais voilà, en tout cas, d'avoir différentes cibles, c'est vraiment utile parce que, ça veut dire qu'on va pouvoir enchaîner les traitements et peut-être alors on apprend à utiliser ces médicaments-là, hein. C'est comme on a appris à utiliser le daratumumab, maintenant on l'utilise mieux associé au lenalidomide notamment, au carfilzomib et ben, peut-être qu'à terme on parlait tout à l'heure, une des difficultés des CAR-T-cells, c'est le fait qu'il faut attendre que les cellules soient prélevées, qu'elles soient, transformées par le gène du CAR et qu'ensuite elles puissent être injectées. Parfois, la maladie est très active, on n'a pas le temps d'attendre. Si on a une stratégie qui ne cible pas BCMA comme un anti-GRP5D qui permet d'attendre en contrôlant la maladie le temps que les CAR-T-cells arrivent, ça peut être une stratégie vraiment intéressante. Alors, c'est pas pour demain, c'est pas pour tout de suite, mais voilà les stratégies auxquelles on réfléchit. C'est-à-dire que jusqu'à présent, aujourd'hui, aller faire du teclistamab avant un CAR-T, c'est peut-être prendre le risque que la cible ne soit plus disponible quand les CAR-T vont arriver, alors que là, on pourrait très bien imaginer ça. C'est ça. Sachant qu'on est appelé à la F3M à répondre à un appel à contribution de la HAS, puisqu'il y a un dossier qui a été présenté par BMS pour permettre aux malades de bénéficier de façon plus précoce encore du CAR-T avec main. Et que, en fait, ce qui est ressorti on a lancé une petite enquête très rapide. Il y a eu 45 malades qui ont bénéficié de CAR-T, qui ont répondu et qui ont mis en avant aussi quand même un gros avantage pour des malades qui ont été confrontés quand même à une maladie agressive, qui ont été quasiment tout le temps en traitement. Si on prend les périodes d'entretien, après un CAR-T, de bénéficier d'une période avec 0 traitement, c'est quand même une belle perspective. Mais ça, Non, c'est vraiment, sûr. oui. Vas-y, Ouais. Karine. Une des personnes mentionnait dans le chat, finalement, pourquoi est-ce qu'on fait pas, pourquoi est-ce qu'il y a encore un avenir au CAR-T-cell alors que on est quand même sur un traitement, enfin une production de traitement pour chaque patient par rapport à finalement des bispécifiques où ça c'est quand même le même traitement pour tout le monde. Mais c'est vrai que c'est quand même pas du tout les mêmes modalités de prise en charge, la même durée de prise en charge et ça c'est aussi des choses qui peuvent être importantes. Le gros avantage des CAR-T-cells, hein, il est certain et on le voit bien avec les patients qu'on prend en charge, c'est qu'effectivement, on s'adresse à des patients qui ont été sous traitement quasiment en continu depuis, parfois 10 ans et qui du jour au lendemain se retrouvent en période sans traitement, avec une qualité de vie qui est absolument exceptionnelle. Parce qu'on parlait du risque infectieux, même s'il existe avec les CAR-T-cells, il s'estompe avec le temps. C'est-à-dire qu'au bout de quelques mois, les plasmocytes reprennent un peu des forces parce que même si le CAR-T-cell, on l'espère, circule encore, il n'y a pas une pression énorme et puis les lymphocytes aussi, ils reprennent des forces à distance de
ce qu'on appelle la lymphodéplétion. Donc c'est sûr que la qualité de vie sous CAR-T est vraiment exceptionnelle. Après, il faut qu'on apprenne aussi à voir comment les CAR-T sont efficaces dans les lignes plus précoces. Alors il y a des essais en cours, hein, dont certains ont été publiés. Il y a après donc voilà, les CAR-T peuvent avoir une place. La question c'est, si on met les CAR-T très tôt, est-ce qu'on est sûr que les patients vont répondre aux stratégies? Parce que derrière, il y aura des rechutes sous CAR-T, même en les mettant tôt. Pour l'instant, on n'a pas prouvé qu'on pouvait, stopper la maladie définitivement. Donc s'il y a des rechutes, est-ce qu'après CAR-T, on est toujours aussi efficace avec les traitements qu'on connaît, le daratumumab, et cetera? Probablement oui, mais encore faut-il être certain. C'est-à-dire que si on fait un traitement super efficace très tôt et que derrière ça obère l'efficacité des traitements, il faut quand même qu'on ait des données suffisamment fortes, Mmh. pour Alors être sûr de juste, ça. ouais, pour Vas-y. rebondir là-dessus, quand même des bonnes nouvelles venant du lymphome, enfin que tu connais bien Olivier Mmh. aussi, hein. Il y a dans les lymphomes, un essai thérapeutique qui s'appelle BICAR qui est en train de se terminer là, où on a testé, les bispécifiques après les CAR T-cells et qui montre que c'est quelque chose de tout à fait faisable avec même un certain nombre d'efficacités, cliniques assez intéressantes. Donc en tout cas, aujourd'hui, on verra bien comment les choses vont évoluer dans le domaine du myélome, mais on peut avoir, aussi des bonnes surprises sur le fait d'être capable malgré tout de continuer à pouvoir prendre en charge ces patients avec, de nouvelles stratégies thérapeutiques, même après échec, de CAR T-cell. Et après, il y a la difficulté, humaine et financière de Ah gestion, bah, mais bien sûr. principalement humaine à la limite, parce que si on pousse jusqu'au bout la logique, certes les CAR T-cells c'est cher, mais c'est un traitement unique, et quand on prend le coût d'un traitement par daratumumab, carfilzomib sur 2 ou 3 ans, et pour le patient parce que ça lui fait plein d'allers-retours, c'est fatigant, c'est toute la contrainte, il y a un traitement chronique et continu. Et puis, pour l'hôpital de jour, pour les taxis, enfin je veux dire le coût du traitement, le CAR T-cell s'il est efficace longtemps, il est très pertinent. Mais après derrière, c'est les temps humains. C'est-à-dire que quoi qu'on dise, si on doit traiter tous les patients atteints de myélome très rapidement sous CAR T-cell, il faut qu'on augmente nos capacités, en lit, nos Oui. capacités, d'hospitalisation, parce que c'est des hospitalisations de 3 semaines à peu près. Alors peut-être que les CAR-T à l'avenir seront mieux tolérés, j'en sais rien, on peut tout imaginer, mais voilà, on est au début de l'histoire de toute façon, hein. C'est-à-dire Et que avec, et oui, avec ce qu'on disait juste avant quand on en discutait, le fait qu'aujourd'hui, il y a d'autres types de patients qui vont devenir éligibles, aux CAR T-cells dans les maladies auto-immunes, aussi on l'espère un jour pour eux dans les tumeurs solides et que du coup, ça générera, d'autant plus de besoins de ces lits un peu, spécifiques et de ces prises en charge un peu spécifiques et que donc il est important de bien, maîtriser, l'indication de ces stratégies et d'avoir en retour, en regard de ça, les capacités nécessaires pour, pouvoir prendre en charge correctement les patients. mais Et ouais, voilà, l'élément important, c'est que même si aujourd'hui, on a l'impression que ça fait partie du paysage, de routine, et ça fait partie du paysage de routine, c'est des traitements qu'on utilise seulement depuis 2 ans, hein. Moi qui m'occupe de patients atteints de myélome depuis, plus de 20 ans maintenant, un nouveau médicament, il mettait du temps à s'installer, on attendait longtemps avant de l'avoir, les choses se sont accélérées et là, les choses vont très, très vite. On a déjà des anti-GPRC5D qui arrivent alors que les anti-BCMA sont là depuis seulement 2 ans, et je pense qu'il faut que nous, les médecins, les chercheurs, les laboratoires, on apprenne à mieux utiliser ces traitements-là, et peut-être que dans 5 ans, en refaisant cette webconf, bah, les CAR-T seront en 2e ligne, 1re ligne, j'en sais rien, hein. Les choses vont très, très vite, mais il ne faut pas qu'on aille trop vite parce qu'il faut aussi qu'on sache préserver nos capacités à bien soigner, et ça prend en compte aussi les contraintes, logistiques qui, même si elles peuvent être, difficile à entendre ou à accepter, y compris pour nous, hein, parce que nous, on aimerait être capable de tout faire. Il faut qu'on essaie qu'on soit vigilant à ça. Et puis l'autre chose, malgré tout, même si dans le lymphome, je suis d'accord avec ce que tu as dit, Karine, on sait qu'en mettant des anticorps bispécifiques qui ne ciblent pas la même cible que les CAR-T, dans le lymphome, ça peut fonctionner. Il faut encore qu'on arrive à le démontrer, Tout pour à être fait. certain qu'on puisse Non, mais bien ça laisse un traiter. espoir en tout Ouais. cas. Ah Je oui, tout pense à que fait. ça Moi, je suis assez confiant, hein, mais il faut quand même qu'on soit mmh. certain pour pas, On était griller le assez, interpellés justement de cette possibilité-là et de façon finalement, assez inattendue je trouve, hein. On garde une capacité, de réponse. Et puis il y avait d'autres cibles, oui, il y a plein d'autres cibles, enfin il y a plusieurs autres cibles qui sont, en cours d'évaluation, hein, donc c'est évident qu'à l'avenir, mais alors après il y a le délai quand même de mise en place, on ne se limitera pas à BCMA, et GPR5D, il y a des réflexions autour de SLAMF7, autour de FcRH5. Enfin, il y a d'autres molécules présentes sur les plasmocytes qui sont des cibles thérapeutiques potentielles actuellement en cours d'évaluation.
Il y avait, parmi les questions, on pourrait aussi peut-être évacuer la question là, de nos amis espagnols qui ont développé des quartiers dits académiques pour s'affranchir un peu des laboratoires et qui ont débouché donc sur des coûts de production des quartiers sensiblement inférieurs à ceux proposés par les labos. Est-ce que un tel choix en France, puisque Karine, tu Alors, évoquais que ouais. les quartiers sont aussi sont déployés dans de nombreuses pathologies aujourd'hui. Est-ce que c'est... C'est une Est-ce qu'on excellente pourrait se question. répondre? C'est vraiment une excellente question. Donc, les Espagnols, ils ont fait ce choix-là très tôt. Ils se sont même mis un peu en opposition aux réglementations pour pouvoir le faire. Ils ont décidé que c'est comme ça qu'ils feraient des quartiers académiques. Je dirais qu'il y a aussi les Allemands qui en font. C'est pour ça que c'est eux qui ont fait les premiers essais de thérapie CAR-T dans les maladies auto-immunes, parce qu'ils ont la capacité à produire des CAR-T en interne, puisque les maladies auto-immunes, ce n'est pas partie du champ d'intérêt pour les laboratoires pharmaceutiques pour l'utilisation de leurs CAR-T. Donc, les quartiers académiques, ça donne effectivement des possibilités de pouvoir développer des essais et de pouvoir maîtriser un certain nombre de choses, dont les coûts. Il faut quand même savoir qu'il y a quelque chose qui est important, c'est que pour produire des quartiers, il faut des structures extrêmement particulières. Ça ne se produit quand même pas comme ça sur une paillasse. Il faut des laboratoires de thérapie cellulaire. Il y a un coût quand même qui n'est pas à zéro. Ce sont des coûts relativement élevés, même si c'est moins cher que les industriels. Et ça nécessite énormément pour se conformer aux réglementations qui sont celles que nous imposent les agences réglementaires. Et on a eu des agences réglementaires qui ont peut-être fait des erreurs par le passé, mais maintenant, je peux vous dire que l'agence réglementaire française, elle est extrêmement stricte, peut-être même la plus stricte d'Europe. On est obligé de mettre en regard énormément de contraintes de production et de contrôle, puisque chaque patient est son propre produit, sa propre thérapeutique. Donc aujourd'hui, les réflexions, elles ne sont pas tellement dans la production de CAR-T académiques comme les Espagnols, qui ont fait ça au départ. Donc, quelque part, ils ont engrangé énormément d'expérience. C'est aussi parfois la production avec des systèmes industriels, mais quand même à proximité des patients. C'est à la production en France, ça c'est une des possibilités. Et une autre possibilité, effectivement, c'est la production de quartiers académiques. Il ne faut pas se leurrer. Ça ne va pas résoudre tous les problèmes et on ne peut pas tout faire. Et aujourd'hui, je pense que l'un des enjeux, c'est vraiment beaucoup plus d'aller vers la production de nouveaux quartiers, de nouvelles stratégies thérapeutiques innovantes, plutôt que juste d'essayer de courir derrière les industriels sur les mêmes cibles ou sur les mêmes stratégies thérapeutiques. Ça a un coût très élevé quand même, ça nécessiterait des investissements massifs et en tout cas aujourd'hui, on n'a clairement pas les structures pour le faire en France. Voilà, donc il y a un investissement important qui est fait actuellement en France sur le développement de nouvelles stratégies thérapeutiques. J'espère que dans 5 ans ou dans 7 ans, on aura des nouveaux médicaments made in France avec carrément des nouveaux concepts. Mais sur le fait de développer des produits qui soient concurrents directs des quartiers industriels, c'est-à-dire avec les mêmes cibles, la même chose, mais simplement produits de façon académique, ça, moi, j'y crois pas tellement. Olivier, je ne sais pas quel est ton sentiment, mais... Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, ça me fait enfin, on 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 a toujours envie d'innover et innover, c'est, créer des nouvelles choses, reproduire à moins cher ce qui existe. Mais je pense que les laboratoires ont une force de frappe qui est absolument colossale. Ils l'ont montré et c'est grâce à eux, on peut dire ce qu'on veut sur l'industrie Bien pharmaceutique, mais c'est sûr. quand même grâce à eux qu'on a ces molécules-là et que les essais vont très vite et que les demandes d'autorisation vont très vite aussi parce qu'ils ont, évidemment un enjeu, pour eux, mais ils ont un enjeu pour les patients. Et je crois que nous, notre innovation, ça peut être aussi de mieux utiliser les traitements. C'est-à-dire que maintenant, on a la chance d'avoir un panel de traitements vraiment beaucoup, beaucoup plus important que ce que j'ai connu quand j'ai commencé à m'occuper de myélome. Et donc, moi, je pense que notre boulot de chercheur en recherche clinique autour du myélome, ça va être de mieux utiliser ces médicaments-là. Et peut-être que, il faut qu'on arrive à mettre en place des stratégies. Il faut que nos autorités de santé nous aident aussi à faire des essais qui coûtent moins cher parce que le coût d'un essai thérapeutique aujourd'hui est devenu délirant. C'est-à-dire que, en gros, si on veut poser une question intelligente, ça coûte tellement cher qu'on est obligé d'aller voir les laboratoires pour qu'ils nous aident financièrement. Et à partir du moment où les labos nous aident financièrement, ils ont forcément une discussion, un droit de regard sur le protocole et on ne peut pas forcément poser des questions, par exemple des questions de désescalade, d'arrêt de traitement. Un laboratoire, c'est pas forcément son intérêt, donc c'est compliqué. Et là, je pense qu'avec les stratégies qu'on a aujourd'hui de CAR-T, d'anticorps bispécifiques, on a, de mon point de vue, moyen de se poser des questions. On allège peut-être un peu le traitement chez les patients qui sont très bons répondeurs, parce que derrière, on a d'excellents traitements. Et je pense qu'il faut laisser la chance au traitement standard d'agir. Il y avait un message dans le chat qui est très pertinent, c'est que typiquement chez des patients autogreffés,
avec les traitements d'induction actuels et l'autogreffe, le traitement d'entretien qui s'arrête au bout de 3 ans, il y a des patients qui vont entrer en rémission très longtemps. Ils n'auront pas eu de carticelle, ils n'auront pas eu de vis spécifique et ils auront la chance d'avoir quand même des périodes sans traitement. Chez les patients plus âgés non autogreffés, c'est plus compliqué parce que le traitement, il dit jusqu'à progression, mais je suis convaincu qu'on pourrait trouver des stratégies pour essayer d'arrêter ou de désescalader un peu pour rendre le traitement plus supportable sur le long terme. Et pour moi, la véritable innovation, c'est pas forcément de se dire: «Il faut qu'on fasse des CAR-T moins chers», c'est peut-être mieux utiliser les traitements qu'on a. On a la chance aujourd'hui d'avoir des traitements. On est dans une spirale d'innover toujours plus, mais je crois que déjà, les choses vont tellement vite qu'il faut aussi se poser pour avoir des stratégies peut-être adaptées à chaque patient. Moi, j'ai pas forcément la même stratégie de ralentissement du traitement, d'allègement du traitement chez des patients fragiles, âgés, que chez des patients plus jeunes ou moins fragiles. Je crois qu'il faut vraiment qu'on arrive à avoir des stratégies que j'appelle innovantes aussi, même si c'est pas de l'innovation technique. Mais par contre, il faut absolument qu'on ait des moyens de faire ces stratégies, de les tester, de les évaluer et ça, c'est un enjeu qui, de mon point Mmh. de vue, est important, mais qui, Un malheureusement est compliqué en France aujourd'hui. Ouais. Un point que je voudrais dire, quand même dans les notes un peu positives, c'est que, il y a un consortium qui regroupe maintenant l'ensemble des, personnes qui s'intéressent aux CAR-T-cell, pas que pour le myélome, hein, mais aux CAR-T-cell en France, qui s'appelle UniTC, qui vient d'être labellisé par l'INCa et qui regroupe les cliniciens, les chercheurs, les biologistes qui, sont impliqués dans le domaine des CAR-T-cell en cancérologie, avec comme objectif de mieux utiliser les thérapeutiques existantes, notamment en monitorant les patients, les suivants et cetera, et aussi de développer de nouvelles stratégies thérapeutiques, mais qui ne sont pas de produire des quartiers académiques courants quelque part derrière les laboratoires pharmaceutiques, mais qui sont bien de pouvoir innover avec des nouvelles approches cliniques et industrielles. Un point qui n'a pas du tout été abordé, qu'on pourrait dire aussi, c'est la question des quartiers allogéniques. Ça, c'est une vraie question qui n'est pas encore discutée dans le myélome, Olivier, sauf si je me trompe, je ne sais pas s'il y a des essais qui sont en cours aujourd'hui, mais en tout cas, dans le lymphome, ça fait partie des choses qui sont étudiées. Donc, c'est des gens qui fabriquent des CAR-T qui sont administrables à tout le monde. Donc, il y a toute une modification génétique, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et de façon assez surprenante, je dois dire, de mon point de vue, les essais récents montrent une efficacité clinique importante, alors même que ces cellules sont rapidement éliminées, hein, puisqu'elles sont, c'est pas les vôtres, ce sont des CAR-T allogéniques. Et donc là aussi, c'est une façon éventuellement, ça pourrait être une façon de diminuer les coûts, si c'était ça le point important. Donc en tout cas, ce champ reste très actif et il est évident que lorsqu'on fera cette web conférence dans 10 ans et qu'on sera beaucoup plus vieux avec Olivier, j'espère qu'on sera toujours là, on pourra vous montrer de nouvelles choses intéressantes. Que dois-je répondre à une telle question en disant non, voilà. Et c'est vrai que je vous remercie. Là, je vois l'heure passer. On a conscience qu'on n'a pas pu répondre à toutes les questions qui ont été posées dans le chat. Hein. Aussi, le fait que Cyril Touzeau ne puisse pas être là, c'était compliqué de vous répondre aux questions à l'écrit et à la fois à l'oral. Hein. Donc, on a privilégié excusez-moi, un dialogue entre Karine Tarte et Olivier Decaux. Et merci à vous deux, parce que je pense que ça a très bien fonctionné. Mais je vois qu'il y a des questions que, pour moi, je n'avais jamais entendues. Est-ce que finalement, quand on découvre des plasmocytes dans la moelle osseuse d'un patient, ça signifie qu'il a forcément un myélome multiple ou ça peut orienter vers d'autres maladies? Moi, j'avoue que j'ai jamais entendu de réponse. Il y a aussi une autre question que j'avais notée qui méritera d'être débattue une autre fois. Est-ce que la mesure de la maladie résiduelle d'un malade après des traitements standards peut être un indicateur sur l'intérêt ou pas de l'orienter plus rapidement vers des quartiers spécifiques. Mais voilà, je pense qu'on pourrait encore consacrer de nombreuses... voilà, juste peut-être pour rassurer la personne qui parle des plasmocytes. Les plasmocytes, c'est des cellules normales, donc après, ça dépend du taux qu'on en a, mais il existe des cas de plasmocytose réactionnelle, hein, où on a des plasmocytes qui ne sont pas tumoraux, qui sont d'ailleurs, dans ces cas-là, polyclonaux. C'est pas c'est pas une cellule plasmocytaire qui se multiplie, on en a plein de plasmocytes différents et il y a un certain nombre de contextes dans lesquels on peut avoir des plasmocytoses réactionnelles. On ne va pas rentrer dans ce détail, mais si effectivement ces plasmocytes ne sont pas tumoraux, ne sont pas clonaux, eh bien c'est une plasmocytose réactionnelle qui doit être prise en charge, mais bien sûr on n'est plus du tout dans les mêmes types de pathologies. Voilà. Merci. Ça existe. Et moi, si je puis me permettre juste pour conclure, parce que j'ai peut-être pas répondu de façon assez claire à la question: est-ce que CAR-T, BiSP, à quoi avoir en premier face à une maladie en rechute? La première des choses, c'est que je souhaite dire pour conclure, c'est que la chance qu'on a en France, c'est qu'on a un réseau qui fonctionne très, très bien.
Et dans chaque région, que ça soit en Bretagne, on a un super réseau, mais je sais qu'à Bordeaux, ils ont un bon réseau. Il y a vos hôpitaux, les gros, les petits travaillent ensemble. Et il y a toujours dans chaque région un hôpital un peu plus expert, entre guillemets, qui est là toutes les semaines en visioconférence avec un expert du myélome qui participe à l'IFM. Et beaucoup de centres en France participent à l'IFM. Donc il y a beaucoup de discussions et les décisions sont prises de façon collégiale. Donc quel que soit le centre dans lequel vous êtes pris en charge, il y a une discussion collégiale et vous pouvez être rassuré que vous allez avoir le traitement le plus adapté à votre situation. Ça, c'est vraiment essentiel et dans certains cas, je pense que nous, notre boulot de médecin, mais il faut vous l'expliquer, il faut qu'on sache considérer que certains traitements ne sont pas adaptés à la situation d'un patient, soit parce que le patient est trop fragile, la maladie trop évolutive. On a des données avec ces traitements, même s'ils sont très efficaces, que sur certaines formes de maladies, les résultats ne sont pas ceux qu'on pourrait attendre et que dans certains cas, il vaut mieux privilégier d'autres traitements que de se lancer, bille en tête sur les bispécifiques ou les carticelles et donc vraiment soyez rassurés que la décision prise par vos médecins, elle est prise de façon collégiale avec des experts de toute votre région. Il y a, à ma connaissance, dans toutes les régions, un réseau qui fonctionne bien et après évidemment, il y a des choix qui sont liés aux contingences, hein. Les carticelles ne sont pas disponibles pour tous les patients, mais je pense que les bispécifiques restent un traitement très, très bon, notamment chez les patients qui ont des maladies très rapidement évolutives parce qu'on a eu les difficultés au tout début des carticelles. On a voulu faire les carticelles en disant c'est mieux que les bispécifiques et finalement la maladie était tellement évolutive qu'on n'a pas pu attendre les carticelles et que le patient a une maladie qui était devenue incontrôlable. Donc il faut vraiment, vraiment, on s'adapte à chaque patient. Posez des questions quand vous ne comprenez pas une décision parce que c'est important de bien comprendre. On est capable de vous expliquer et de réexpliquer parce que parfois on utilise des mots un peu, on a notre jargon et parfois on n'est pas très clair. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Mais vraiment cette décision, je suis convaincu dans tous les centres en France, avec les réseaux qui ont été mis en place, avec l'éducation que fait l'IFM, on a des webconférences, on a des réunions de formation 2 fois par an sur les données des congrès, sur l'utilisation des traitements. Vraiment, j'ai pas de souci pour penser que dans tous les centres, qui participent à l'IFM, vous êtes bien pris en charge. Ça, c'est vraiment important pour moi et ne 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 pas avoir, un bispécifique si derrière c'est un autre traitement qui est très efficace, il y a pas de problème. Le bispécifique ou les carticelles, certes, c'est des traitements très efficaces, mais il y a d'excellents traitements aussi qui peuvent être donnés, le daratumumab, l'isatuximab, enfin, je vais pas tous les citer. Donc même si évidemment il y a des enjeux importants en termes de période sans traitement avec les carticelles, pour autant il y a des traitements qui sont très efficaces et voilà, c'était important pour moi de bien le rappeler. Merci à vous en tout cas. Écoutez, Olivier et Karine, encore merci pour cette dynamique d'échange de ce soir. Alors, on va il y a un prochain rendez-vous dans ce cycle de WebConf qui est maintenant le 13 juin. Je serai absent parce que je serai en voyage à ce moment-là. Donc, ce sera Laurent Gillot, notre président, qui en assurera l'animation. Donc, une WebConf qui aura comme thématique comment bien vivre, mieux vivre au quotidien avec un myélome multiple et on aura la chance donc d'avoir Cécile Sontag et Margaret Macro pour répondre à toutes vos questions. Eh bien, écoute, il me reste à vous remercier Audrey pour tout le travail qu'elle fait en amont de ces webconf. Vous souhaiter une bonne soirée et vous dire à très bientôt. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.